Salut, c'est Marius Meis. La pression de l'air, donc la pression atmosphérique, reste-t-elle toujours la même? Quelle est l'influence de la chaleur sur les gaz? Eh bien, regardez bien cette vidéo. Représentons la surface de la Terre avec une montagne. On y représente l'air et vous le savez déjà probablement, il y a plus d'air à la mer qu'en montagne. Plus on s'éloigne de la surface de la Terre, moins il y a d'air. Moins l'air est dense et moins la colonne d'air au-dessus de nous est importante. Donc le poids des 800 km d'air au-dessus de nous est plus important au niveau de la mer qu'en altitude. Donc l'air au niveau de la mer exercera une pression plus importante que l'air en montagne. On dit donc que la pression atmosphérique en montagne est plus petite qu'au niveau de la mer. Regardons le graphique qui exprime la pression atmosphérique en fonction de l'altitude. On constate que plus l'altitude augmente, plus la pression atmosphérique diminue. Plus particulièrement au sommet de l'Everest, situé à 8848 mètres, la pression est de plus ou moins 300 hectopascales, ce qui équivaut à un tiers de la pression atmosphérique au niveau de la mer, qui est en moyenne de 1013 hectopascales. Donc la pression atmosphérique varie en fonction de l'altitude. Plus l'altitude est élevée, plus la pression atmosphérique diminue. Voici la Terre avec son atmosphère autour. L'air étant un gaz, il est mobile et la couche de l'atmosphère n'a pas la même épaisseur partout et au même moment, ça varie tout le temps. Ainsi, nous avons des zones de haute pression où la couche d'air, entre autres, est la plus importante et des zones de basse pression où la couche d'air est la moins importante. En fait, c'est encore plus compliqué, car les couches de haute et basse pression dépendent également de la température de l'air qui peut monter ou descendre. Bref, cela signifie que la pression atmosphérique varie en fonction du lieu, du moment et de la météo, comme par exemple la température. La pression atmosphérique est la plus élevée en zone de haute pression, souvent quand il fait beau par exemple. S'il y a moins d'air en altitude, on comprend que cela pose problème pour la respiration par exemple. Il y a une autre conséquence qui est plutôt physique, car elle concerne la température d'ébullition. On va parler de la cuisson d'un œuf à la coque et de la casserole à pression. Pour cuire un œuf à la coque, il faut normalement 3 minutes. Eh bien, si on fait cuire l'œuf, disons au sommet de l'Everest, cela mettra beaucoup plus de temps. Pourquoi? Eh bien, au sommet de l'Everest, l'eau bout déjà à 69,5 degrés Celsius au lieu de 100 degrés Celsius. Or, la pression atmosphérique y est relativement basse, 300 hectopascales. Les scientifiques ont donc mis en évidence qu'il y avait un lien entre la pression atmosphérique et la température d'ébullition. Ce phénomène a été exploité en cuisine. La casserole à pression qui retient les vapeurs d'eau permet de cuire les aliments beaucoup plus vite. La pression d'eau accumulée fait augmenter la pression à presque 2000 hectopascales, c'est-à-dire 2 fois plus que la pression atmosphérique normale. La température d'ébullition de l'eau y est de 120 degrés Celsius au lieu de 100 degrés Celsius. La température d'ébullition de l'eau dans cet exemple varie donc en fonction de l'altitude. Plus l'altitude est élevée, plus la température d'ébullition diminue car la pression de l'air est basse. Et plus l'altitude est basse, plus la température d'ébullition augmente car la pression de l'air est haute. Voici une autre expérience. Nous avons un Erlenmeyer et nous attachons au-dessus un ballon de baudruche. Si on représente l'air, il y en a à l'intérieur de l'Erlenmeyer et du ballon. Ensuite, nous appliquons une source de chaleur sous l'Erlenmeyer. Et nous observons que le ballon se gonfle d'air. Pourtant, il n'y a pas plus d'air, il n'y a pas plus de molécules d'air. Ces dernières ont simplement commencé à s'agiter plus, à monter aussi pour certaines d'entre elles dans le ballon. L'air s'est donc dilaté et a exercé une pression plus importante liée à la chaleur. Comment expliquer cela étape par étape? D'abord, les molécules d'air se sont chargées en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Les molécules qui se chargent en énergie vont bouger plus, s'agiter plus. En conséquence, il y a une augmentation de la force et de la vitesse des molécules, ce qui se traduit par une augmentation de la pression de l'air. On le voit dans le ballon. Alors que la quantité d'air, le nombre de molécules d'air et la masse de l'air n'ont pas changé, le volume augmente, ce qui correspond à une dilatation de l'air. Pour rappel, le contraire aurait été une contraction de l'air. Enfin, on l'a dit, la masse de l'air n'a pas varié, mais son volume augmente, donc la masse volumique de l'air va diminuer. La masse volumique est le rapport entre la masse et le volume, rappelons-le. Donc si le volume augmente, la masse volumique diminue. Voici donc une synthèse et je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour bien assimiler ces règles qui ont été illustrées auparavant.
Voici une application de ce principe, la montgolfière. L'air est chauffé à l'intérieur du ballon. Donc, d'abord le ballon gonfle par le fait que la pression de l'air augmente. Mais aussi, l'air chaud a une masse volumique moins élevée et donc va vouloir se mettre au-dessus de l'air froid qui a une masse volumique plus élevée. Donc la montgolfière va monter. Autre exemple, la bonbonne de gaz qui est accidentellement soumise à une source de chaleur comme dans un incendie et qui va exploser. En effet, la pression du gaz à l'intérieur augmente de façon telle que la bonbonne explosera. C'est la raison pour laquelle les pompiers sont très prudents à l'arrivée sur les lieux d'un incendie. Ils se renseignent très vite sur l'existence de bonbonnes de gaz dans l'immeuble en feu. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez à présent expliquer par exemple pourquoi les aliments cuisent plus vite dans une casserole à pression ou pourquoi une montgolfière est capable de s'élever dans le ciel. À très bientôt!